Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Franz Kafka, donc un écrivain tchèque du début du 20e siècle. Il a commencé à écrire en 1907, il va mourir assez jeune en 1924, donc c'est moins de 20 ans d'écriture. J'ai lu la collection Livres de poche a réuni récits, romans, journaux. Donc, vous avez la liste ici. Pour ce qui est de la partie journal, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout des récits qui sont sortis du journal pour être mis dans ce livre. Donc, je suis allé et j'ai cherché également le journal intégral, toujours en livre de poche. J'ai lu aussi en version PDF que j'ai trouvé sur Internet la lettre qu'il a écrite à son père. Donc c'est une lettre qui fait un peu plus d'une 50aine de pages. Alors je suis allé chercher ça. Franz Kafka. La première chose, je crois qu'il faut voir dans son œuvre, c'est les liens qui se font entre sa vie et son œuvre. Franz Kafka était un avocat qui a été engagé par une firme d'assurance. Donc, il travaillait dans une compagnie d'assurance. C'est vraiment un col blanc, donc quelqu'un qui travaillait tous les jours à aller voir des gens qui étaient assurés, remplissait de la paperasse dans un bureau. Et quand il avait du temps libre, que ce soit ses journées de congé ou pendant la nuit même, il écrivait. Il a écrit beaucoup sur une période de moins de 20 ans. On fait quand même un livre de... Ça fait 1700 pages, puis ça en fait 700. Donc on n'est pas loin du... On dépasse le 2000 pages en moins de 20 ans, ce qui est pas si mal. C'est un écrivain qui a une très grande réputation, mais j'ai l'impression qu'on lit assez peu ses œuvres. En tout cas, au Québec, le seul texte que j'ai eu à lire de lui pendant mon parcours scolaire, c'était la Métamorphose, et c'est pas si fréquent que son œuvre est commentée ou travaillée dans le milieu littéraire, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a des stéréotypes qui sont construits sur son œuvre. On a tendance à répéter beaucoup de choses qui sont dites à propos de son œuvre, surtout qu'il a donné naissance à un adjectif. Hein, quand quelque chose est kafkaïen, c'est que quelque chose est bureaucratique, alambiqué, lorsqu'on essaie d'avoir accès à un service et qui faut aller voir une personne pour remplir un formulaire qui elle-même nous renvoie à une autre personne. C'est un peu la maison des fous d'Astérix, alors on va tendance à dire que c'est kafkaïen. Une des raisons pour laquelle ce stéréotype-là a été construit, c'est à cause de son roman Le Procès, où il y a quelqu'un qui est un peu prisonnier d'une procédure et il vient jamais à bout d'avoir l'information nécessaire. Donc, il sait pas pourquoi il est accusé, mais il sait qu'il l'est. Il sait qu'il va y avoir un procès, mais il sait pas quel est l'objet du procès. Et on voit que son attitude est évaluée dans sa réaction à l'accusation, beaucoup plus que le crime. On peut pas nommer le crime ou analyser qu'est-ce qu'il a fait de mal, mais on va analyser sa réaction à l'accusation. Donc, s'il réagit mal, c'est donc qu'il est coupable. Et en ce sens-là, je trouve que l'univers de Kafka est pas tant une vision de la bureaucratie comme une espèce de mécanique infernale, malgré ce qu'on a tendance à en dire. Parce que quand on lit le procès, on se rend compte que chaque fonctionnaire qui est dans la machine arrange les choses un peu à son goût, selon son impression. Ah ben, Monsieur K, vous devriez faire ça, ça irait beaucoup mieux. Ah, mais vous avez pas à vous énerver, moi j'ai pas cette information-là.
Alors, c'est pas tant la mécanique qui est attaquée que l'espèce de nonchalance des fonctionnaires qui devaient assez bien connaître d'ailleurs. Un autre stéréotype, je trouve, qu'on colle à Kafka, c'est celui d'être un écrivain onirique, donc de décrire le rêve. Puis on fait souvent de la métamorphose une espèce de cauchemar. Or, quand on lit la métamorphose, c'est une écriture descriptive qui n'a rien à voir avec le cauchemar. Même la façon que les choses sont décrites, ça se passe pas comme dans un cauchemar. Le rêve a cette tendance de juxtaposer des choses qui sont très différentes et de propulser le rêveur d'un univers à un autre. Kafka fait pas ça. La métamorphose, c'est plutôt une fable. C'est cette personne qui est métamorphosée en insecte et qui, à partir de là, doit composer avec cette métamorphose, donc rencontre son employeur, finit par perdre son emploi, ça suscite aussi la haine de sa famille et à la fin, il va être expulsé de la maison familiale. Donc, ce sont des stéréotypes qu'on a tendance à coller à l'œuvre de Kafka, mais qui pour moi font pas le cœur de l'œuvre. Et le cœur de l'œuvre, c'est l'inachèvement des écrits de Kafka. Si vous ne savez pas, de son vivant, Kafka a publié quelques récits, soit dans des revues, soit dans des recueils de récits à des éditions à tirage limité. Donc, c'est vraiment des éditions de luxe un peu qui étaient faites uniquement pour le milieu littéraire de Prague où il était. Donc, des petits tirages qui circulaient entre connaisseurs. Si on connaît autant l'œuvre de Kafka aujourd'hui, c'est grâce à son ami Max Brod, à qui il va demander de brûler les textes. Et il existe 2 lettres qu'il va donner à Max Brod, dont une où il va dire brûle les textes, sauf il y en a quelques-uns qui valent la peine, et là il fait une petite liste. Une liste assez courte dans laquelle n'apparaît pas le château, ni le procès, ni non plus America, qui est son premier roman. Il n'y a aucun roman qui apparaît en fait. Et puis, Max Brod va refuser la demande de son ami, et quand Kafka va mourir, il va se mettre à l'édition. Ce qui fait que là, on trouve des choses. Mais ces œuvres, c'est des œuvres qui ont été écrites dans des cahiers, et souvent qui ne sont pas finis. J'ai un exemple de ça. Si vous lisez Le Château, puis que vous arrivez à la fin du livre, la dernière phrase du Château, c'est celle-ci. Elle tendit à K une main tremblante et le fit s'asseoir à côté d'elle. Elle parlait avec difficulté. On avait du mal à la comprendre. Mais ce qu'elle dit, il n'y a pas de point, il n'y a pas de fin. On est suspendu en plein milieu de la phrase et paf, on est pris comme ça. Lorsqu'il va décrire sa vie dans son journal, on est pris un peu avec la même chose. C'est quelqu'un qui travaillait à un emploi qu'il n'aimait pas et lorsqu'il avait du temps libre pour écrire, souffrait énormément. Il avait beaucoup de difficultés à écrire. Il trouvait ça pénible. Et là, il va décrire le 24 décembre quand même sa table de travail. Je viens d'examiner de plus près ma table de travail et j'ai compris qu'on n'y peut rien faire de bon. Tant de choses y traînent qui forment un désordre sans symétrie et dépourvu de cette humeur accommodante des choses désordonnées qui, d'ordinaire, rend tout désordre supportable. Qu'il y ait du désordre sur le drap vert passe encore. Il en était peut-être ainsi au parterre des anciens théâtres,
mais que du fond des promenoirs, et là il y a un 3 points, et là c'est écrit suite au lendemain. Donc encore une fois, on finit pas. On embarque dans une description, on ne dit pas pourquoi, puis on laisse les choses suspendues. Que cette œuvre soit inachevée, qu'elle soit en espèce de fragments décomposés, des morceaux qui traînent ici et là, c'est pas en soi un exploit. Il existe beaucoup d'œuvres inachevées et certaines valent pas du tout la peine. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en travaillant ces fragments-là, Kafka en arrive à faire du fragment une espèce de genre littéraire en soi. Ce qui fait que il y a des récits comme Le Soutier ou Devant la loi qui tiennent comme des nouvelles toutes seules qu'on peut lire et qui sont magnifiques, mais qui sont aussi intégrées comme des chapitres de romans. Et ça fonctionne aussi. Ils peuvent apparaître en plein milieu du journal. Ça fonctionne encore. Donc, c'est ces espèces de petites pierres précieuses qu'ils travaillent et qui surgissent et qui tout à coup vont donner des choses surprenantes. Évidemment, la chose la plus surprenante de son livre, c'est la phrase du 2 août 1914, alors que la Première Guerre mondiale est commencée depuis quelques mois. Et là, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Donc, c'était déjà commencé avec la France, maintenant c'est la Russie. Donc, la célèbre phrase: « L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi, piscine. » Donc, quelque chose de tragique et d'immense qui marque l'histoire. Et l'anodin de la vie quotidienne juxtaposé. Et ça, il y a quelque chose de Kafka là-dedans. Le grand écrivain qui travaillait à une compagnie d'assurance insignifiante. C'est tout à fait Kafka, ça. Alors, il va travailler comme ça, des phrases, des fragments. Des fois, il n'y arrive pas. 1er juillet 1913, il écrit juste « trop fatigué ». Point. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. 4 jours plus tard, le 5 juillet, il va écrire « devoir supporter et causer de telles souffrances ». Et encore là, il est question de son écriture qui le fait souffrir, qui fait souffrir aussi les gens autour de lui, principalement sa famille, lorsqu'il a remis à sa mère la lettre qu'il voulait que son père reçoive, elle va refuser de la transmettre. Le père ne lira jamais cette lettre de plus de 50 pages. Donc, c'est une écriture de souffrance. Il y a à travers ça des descriptions de soirées littéraires, de conférences, autant sur des sujets littéraires que religieux. Kafka est juif et il s'intéresse au judaïsme. Il a l'impression que c'est une partie de lui essentielle, mais qui à la fois l'échappe complètement. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à cerner, puis il va assister à beaucoup de discussions sur cette question-là pour essayer de mettre la main dessus. Et quand je dis qu'il a la force des fragments, moi, mon texte préféré de Kafka, c'est Devant la loi. Ce texte-là est apparu comme une nouvelle dans un recueil qui s'appelle Le médecin de campagne, mais c'est apparu aussi dans un chapitre du procès, alors que K se rend à une cathédrale. Et là, il y a un prêtre qui lui raconte cette histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui arrive à une porte. Et cette porte est gardée. Et il veut aller à la porte et la personne qui garde la porte refuse l'accès.
Alors là, il prend un pas de recul et regarde comment les autres vont interagir avec ce même gardien, voir s'il ne pourrait pas trouver le truc pour se glisser. Mais personne d'autre va voir le gardien, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et éventuellement, il retourne le voir. « Que veux-tu encore savoir? » demande le portier. « Tu es insatiable. » Et là, la personne répond. « Tout le monde s'efforce d'atteindre la loi, dit l'homme. Comment se fait-il que personne à part moi n'ait sollicité l'entrée pendant toutes ces années? » Le portier se rend compte que la fin de l'homme est proche, et comme il est presque sourd, il lui hurle à l'oreille pour se faire entendre. Personne d'autre ne pouvait obtenir l'autorisation d'entrer, car cette entrée était faite pour toi seul. Maintenant, je m'en vais et je ferme. Alors, c'est la porte dans laquelle il voulait passer était faite uniquement pour lui, mais il n'y aura pas accès. Et c'est toute la question de la loi. Évidemment, la loi est une question centrale du judaïsme. On peut la rapprocher aussi de la loi symbolique dans le domaine de la psychanalyse. Kafka est un écrivain, à tort ou à raison, qu'on a beaucoup rapproché de la psychanalyse. Mais au-delà de ça, c'est que ce fragment de texte touche quelque chose de si juste que chacun a une porte qui est faite pour soi. Et y avoir accès est extrêmement difficile. Donc, Kafka avait sa propre porte qui était son œuvre, mais son œuvre fragmentée lui a échappé toute sa vie, et c'est par cette fragmentation et cette fuite qu'il est arrivé à écrire une œuvre essentielle. Au revoir.